Les sommets déchiquetés des Andes péruviennes perçaient le ciel comme des dents anciennes, leurs sommets enneigés enveloppés de brume et de mystère. Parmi ces titans de roche et de glace se trouvait Ciudad Grande, une montagne qui a longtemps captivé l'imagination des grimpeurs du monde entier. Sa face ouest, un formidable mur de glace et de roches presque verticales, n'avait jamais été escaladé avec succès. Pour Joe Simpson et Simon Yates, deux jeunes grimpeurs britanniques dont les rêves étaient aussi hauts que les montagnes qu'ils cherchaient à conquérir, Ciudad Grande représentait le défi ultime. Ils avaient passé des années à perfectionner leurs compétences sur les phases impitoyables des Alpes européennes et sur les ascensions hivernales d'Écosse. Maintenant, debout au pied de ce géant andin, ils ressentaient un mélange d'excitation et d'appréhension que seuls les vrais aventuriers peuvent comprendre. Alors qu'ils effectuaient leurs derniers préparatifs, vérifiant et revérifiant leur équipement, Joe ne pouvait se débarrasser d'un sentiment tenace au creux de son estomac. Était-ce juste une nervosité avant la montée ou quelque chose de plus? Il repoussa cette pensée, se concentrant plutôt sur la tâche à accomplir. Il ne savait pas que cette ascension mettrait à l'épreuve non seulement ses capacités physiques, mais aussi les limites même de l'endurance et de la volonté humaine. Astérisque, vous rêvez de votre propre aventure en montagne? Inscrivez-vous à notre newsletter Peaks et Care et recevez des conseils d'experts, des critiques d'équipement et des histoires inspirantes directement dans votre boîte de réception. Astérisque première partie. L'ascension chapitre 1, vers l'inconnu, les premiers rayons de l'aube commençaient tout juste à peindre le ciel à l'est lorsque Joe et Simon commencèrent leur ascension. L'air était raréfié et d'un froid mordant, leur souffle formant de petits nuages à chaque expiration. Ils évoluaient en parfaite synchronisation, des années d'escalade ensemble ayant forgé un lien tacite. Au fur et à mesure de leur ascension, le monde d'en bas s'est progressivement effondré. Des vallées qui semblaient vastes depuis le sol n'étaient plus que de simples rides à la surface de la terre. Le silence était profond, rompu seulement par le bruit rythmé de leurs piolets morts dans la face gelée de la montagne. Joe s'arrêta brièvement pour admirer la vue. Le panorama qui s'étendait devant lui était à couper le souffle, une mer sans fin de sommets et de nuages qui semblaient s'étendre jusqu'aux confins de la terre. À ce moment-là, toutes les difficultés et tous les risques liés à l'escalade semblaient en valoir la peine. C'était pour cela qu'il grimpait, pour des moments comme ceux-ci, où le monde s'effondrait et où il se sentait vraiment vivant. Chapitre 2. Le rythme de la montée au fur et à mesure que la journée avançait. Joe et Simon se sont installés dans le rythme familier de l'ascension. Chaque mouvement était délibéré, chaque placement de main ou de pied soigneusement étudié. La face ouest de Ciudad Grande était à la hauteur de sa redoutable réputation. Des sections de glace presque verticales alternaient avec des parois rocheuses dangereuses, exigeant toute l'habileté et la concentration des grimpeurs. En milieu d'après-midi, ils avaient bien progressé, mais le sommet se profilait toujours bien au-dessus. Alors qu'ils s'arrêtaient pour se réhydrater et vérifier leur position, Joe ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté. Il tentait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, repoussant les limites de ce qui était possible en escalade de style alpin. Simon, toujours le plus prudent des deux, a exprimé ses inquiétudes concernant la météo. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, laissant présager la possibilité d'une tempête. Il savait que dans les Hautes-Andes, le temps pouvait changer en un instant, transformant une ascension difficile en une situation potentiellement mortelle. Après une brève discussion, ils décidèrent de continuer. L'attrait du sommet était trop fort, la possibilité de succès trop alléchante pour être ignorée. Alors qu'ils reprenaient leur ascension, aucun des deux hommes n'aurait pu imaginer l'épreuve qui les attendait. Chapitre 3. La fièvre des sommets à l'aube du deuxième jour de leur ascension. Joe et Simon se sont retrouvés dans une course contre la montre et contre la nature. Le temps se détériorait rapidement, le ciel clair d'hier étant remplacé par des nuages menaçants et des rafales de vent. Mais ils étaient maintenant tout près, si près du sommet qu'ils pouvaient presque goûter à la victoire. La poussée finale vers le sommet a été un mélange d'effort et de détermination. Chaque muscle était douloureux, chaque respiration était une lutte dans les airs. Mais pas à pas, ils se sont rapprochés de leur objectif. Lorsqu'ils ont finalement franchi la crête sommitale, les émotions les ont submergés. Ils l'avaient fait, ils avaient conquis la face ouest de Ciudad Grande. Debout au sommet de la montagne, secoué par les vents et entouré d'une mer de nuages, Joe ressentait un sentiment d'exaltation comme il n'en avait jamais connu. Ils s'étaient poussés jusqu'à leurs limites, voire au-delà, réalisant quelque chose que beaucoup jugeaient impossible. En se serrant la main et en s'embrassant, les deux hommes savaient que c'était un moment dont ils se souviendraient pour le reste de leur vie. Mais leur jubilation fut de courte durée.
Alors qu'ils commençaient à discuter de leur descente, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber. La tempête qu'ils avaient redoutée était sur eux, et ils étaient sur le point de faire face à un défi bien plus grand que l'ascension elle-même. Astérisque, vous voulez vivre le frisson de gravir un sommet sans sortir de chez vous? Essayez notre nouvelle expérience d'escalade VR. Utilisez le code Josimson pour une réduction de 20% sur votre premier mois. Astérisque partie 2. La descente dans les ténèbres chapitre 4. La tempête se déchaîne. La descente du sommet de Sula-Grande a vite tourné au cauchemar. Ce qui avait commencé comme une légère chute de neige s'est rapidement transformé en une véritable tempête de neige. La visibilité tombait à quelques pieds seulement et le vent hurlait avec une fureur qui semblait presque personnelle dans son intensité. Joe et Simon se sont battus contre les éléments à chaque pas. La neige, fouettée par le vent, leur piquait le visage et rendait la vue difficile. De la glace s'est formée sur leurs vêtements et leur équipement, ajoutant du poids et gênant leurs mouvements. Les progrès étaient terriblement lents. Chaque pied d'élévation perdait une petite victoire contre la montagne et la tempête. Alors que la nuit commençait à tomber, ils furent confrontés à la sombre réalité. Ils ne parviendraient pas à quitter la montagne avant que l'obscurité ne les enveloppe. N'ayant d'autre choix que de continuer, ils ont continué, comptant sur leur lampe frontale et leur instinct pour les guider sur la pente dangereuse. C'est dans ces conditions, fatigués, froids et luttant contre la fureur de la nature, que survint le désastre. Chapitre 5. La chute s'est arrivée en un instant. À un moment donné, Joe descendait prudemment une face de glace, ses crampons mordant la surface gelée. L'instant d'après, il tombait dans les airs, son monde étant un flou chaotique de blanc et d'obscurité. L'impact lorsqu'il a heurté la pente a été dévastateur, envoyant des ondes de choc de douleur dans tout son corps. Lorsqu'il s'est arrêté, toute l'étendue de sa situation est devenue claire. Sa jambe droite était brisée, la douleur ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais ressenti. Il gisait là dans la neige, la tempête faisait rage autour de lui, luttant contre les vagues d'agonie et les vrilles rampantes de panique. Simon, qui avait vu avec horreur la chute de son partenaire, passa à l'action. Luttant contre le vent et la neige, il se dirigea vers Joe. Le spectacle qu'il accueillit était sinistre. Joe était grièvement blessé, et ils étaient toujours en haut de la montagne, au milieu d'une violente tempête. S'ensuit une lutte désespérée contre le temps, la nature et les limites de l'endurance humaine. Simon a commencé le processus minutieux consistant à faire descendre Joe en bas de la montagne à l'aide de leurs cordes et de son piolet. C'était un travail lent et dangereux, rendu d'autant plus périlleux par la tempête continue et l'obscurité qui les enveloppait. Chapitre 6. La crevasse à mesure que la nuit avançait, la situation de Joe et Simon allait de mal en pis. Le processus visant à abaisser Joe avait des conséquences néfastes sur les deux hommes. Simon était épuisé, les mains à vif et saignées à force de manipuler les cordes. Joe, malgré tous ses efforts pour rester conscient et alerte, se retrouva entré hors de conscience, la douleur et le froid submergeant ses sens. Puis, à un moment qui allait changer à jamais leur vie, le désastre survint à nouveau. Alors que Simon descendait Joe dans l'obscurité, la corde s'est soudainement détendue. Joe était tombé dans une crevasse cachée, une blessure béante à la surface du glacier. Le moment de la chute était surréaliste pour Joe. Le temps semblait ralentir alors qu'il plongeait dans les profondeurs glacées. Les parois de la crevasse passèrent devant lui, un flou bleu et blanc dans le faisceau de sa lampe frontale. Puis, brusquement, il s'arrêta brusquement, suspendu dans l'obscurité par la corde qui le reliait à Simon. Pour Simon, la situation était un cauchemar. Il pouvait sentir le poids de Joe menacé de l'entraîner hors de la montagne. Avec une visibilité proche de zéro et incertain de l'état de Joe, il était confronté à un choix impossible. Après ce qui semblait être une éternité, mais qui ne durait en réalité que quelques minutes, Simon prit la décision angoissante de couper la corde. C'était un moment qui entrait les deux hommes pendant des années, un acte de survie qui ressemblait à une trahison. Pour Joe, la sensation de relâchement de la corde était l'incarnation d'un abandon absolu. À cet instant, suspendu dans le vide glacé, il se sentit plus seul qu'il ne l'avait jamais ressenti de sa vie. Chapitre 7. Les profondeurs du désespoir. Alors qu'il prenait conscience de la réalité de sa situation, Joe fut submergé par une vague de désespoir. Il a été grièvement blessé, coincé dans une crevasse de glace dans l'une des régions les plus reculées des Andes. Les chances de survie semblaient incroyablement minces. La crevasse ressemblait à un cauchemar, des murs de glace s'étendant jusqu'à une fine bande de ciel au-dessus. Le froid était omniprésent.
s'infiltrant jusqu'à ses os. Chaque mouvement envoyait des éclats de douleur dans sa jambe cassée, et il pouvait sentir les premiers stades d'engelure s'installer dans ses extrémités. Dans ces moments sombres, l'esprit de Joe est devenu son pire ennemi. Les pensées d'une mort lente et solitaire dans les profondeurs glacées le tourmentaient. Il pensait à sa famille, à ses amis, à toutes les choses qu'il ne verrait ni ne ferait plus jamais. Le poids de sa mortalité pesait sur lui, menaçant d'écraser son esprit. Mais même dans ces moments les plus sombres, une petite étincelle de défi a scintillé en Joe. Il n'était pas prêt à mourir, pas prêt à se laisser réclamer par la montagne. Les dents serrées et une détermination née du désespoir, il commença à formuler un plan. Astérisque fasciné par les aspects psychologiques de la survie, rejoignez notre série de webinaires Mind vs Munta et apprenez des experts en psychologie extrême et des survivants chevronnés. Astérisque partie 3. La bataille pour la survie chapitre 8. La décision de vivre avec sa jambe gravement cassée et son esprit presque écrasé. Joe était confronté à un choix qui allait définir le reste de sa vie. Abandonner et mourir, ou lutter contre les obstacles impossibles. À cet instant, suspendu dans le vide glacé de la crevasse, Joe choisit la vie. La décision de vivre était plus qu'une simple pensée passagère. C'était un engagement, un contrat avec lui-même. Joe savait que s'il voulait survivre, il aurait besoin de toute la force, à la fois physique et mentale, qu'il pouvait rassembler. Il commence à faire le point sur sa situation, évaluant ses blessures et ses ressources. Sa jambe droite était sans aucun doute cassée, peut-être à plusieurs endroits. Il avait de la nourriture et de l'eau, mais pas assez pour une période prolongée. Ses vêtements, bien que conçus pour l'alpinisme, n'étaient pas destinés à résister à une exposition prolongée à un froid aussi extrême. Et peut-être plus important encore, il n'avait aucun moyen de savoir si quelqu'un le cherchait ou même s'il savait où chercher. Malgré ces sombres réalités, Joe a refusé de succomber au désespoir. Il a commencé à décomposer sa survie en tâches gérables. La première étape était claire, il devait sortir de sa position actuelle, suspendu dans la crevasse, et trouver un chemin vers le fond. Chapitre 9, descendre vers l'inconnu avec un plan en tête, Joe a commencé le processus ardu de descendre au fond de la crevasse. Chaque mouvement était un exercice d'agonie. Sa jambe cassée pendait inutilement, et il devait compter entièrement sur la force du haut de son corps et sur sa jambe valide pour contrôler sa descente. Le processus était extrêmement lent. Joe s'abaissait de quelques mètres, puis s'arrêtait pour se reposer, sa respiration laborieuse résonnant dans l'espace confiné de la crevasse. Le froid était implacable, engourdissait ses doigts et faisait de chaque action une épreuve de volonté. Mais pouce après pouce angoissant, il descendit. Tandis qu'il descendait, l'esprit de Joe était rempli de pensées et de souvenirs. Il pensa à Simon, se demandant si son partenaire avait survécu à la tempête. Il pensa à sa famille, imaginant leur inquiétude et leur peur. Et il pensait à toutes les ascensions qu'il avait faites, à tous les défis qu'il avait affrontés, puisant sa force dans le fait de savoir qu'il avait déjà surmonté des situations difficiles. Après ce qui semblait être une éternité, les pieds de Joe touchèrent le fond de la crevasse. Le soulagement fut momentané, rapidement remplacé par une nouvelle vague de désespoir alors qu'il observait son environnement. Le fond de la crevasse était un espace étroit, avec des murs de glace s'étendant de tous côtés dans l'obscurité. Cela ressemblait à un tombeau, un lieu où l'espoir venait mourir. Mais alors que les yeux de Joe s'habituaient à l'obscurité, il fit une découverte surprenante. Il y avait une pente qui menait plus profondément dans le glacier, mais aussi vers le haut. C'était un faible espoir, mais c'était tout ce qu'il avait. Avec une détermination renouvelée, il commença à formuler la prochaine phase de son plan. Chapitre 10. La longue exploration n'ayant pas d'autre choix, Joe a commencé le processus exténuant consistant à ramper dans le tunnel de glace en pente. Le voyage qui a suivi était un témoignage de l'endurance humaine et de la puissance de la volonté de vivre. Utilisant sa jambe valide et ses bras, Joe se traîna à travers le tunnel de glace. Chaque mouvement était une agonie. Chaque centimètre remportait une victoire contre la montagne qui cherchait à s'emparer de lui. Le temps a perdu tout sens dans le monde bleu-blanc de la glace. Les progrès de Joe étaient extrêmement lents. Il mesurait son voyage non pas en kilomètres, mais en mètres gagnés par heure. La douleur était constante, la faim et la soif ses constantes compagnes. Il ramperait jusqu'à ce que l'épuisement le rattrape, dormirait par intermittence dans un froid engourdissant, puis se réveillerait et continuerait son voyage. En rampant, l'esprit de Joe est devenu un champ de bataille.
Des hallucinations le tourmentaient, des visions de sauvetage, de feux chaleureux et de visages amicaux. Mais à chaque fois, la réalité se réaffirmait, froide et inflexible. Il se parlait tout seul, chantait des chansons, récitait de la poésie, tout ce qui lui permettait de rester sain d'esprit face à un isolement accablant. Le bilan physique du voyage était immense. Les mains et les genoux de Joe étaient à vif à cause du contact constant avec la glace. Sa jambe cassée, traînée derrière lui, était une source constante d'angoisse. Des engelures lui mordaient les extrémités et la déshydratation faisait de chaque mouvement un effort herculéen. Mais il a quand même persévéré. Chaque pouce en avant était un défi à la montagne, un témoignage de sa volonté de survivre. Dans les profondeurs du glacier, Joe se battait non seulement pour sa vie, mais aussi pour son humanité même. Chapitre 11, Jeu d'esprit au fil des jours. Le plus grand combat de Joe ne fut pas contre la montagne ou ses blessures, mais contre son propre esprit. L'isolement et la lutte constante pour la survie ont commencé à avoir des conséquences néfastes sur son psychisme. Il s'est retrouvé aux prises avec de profondes questions sur la vie, la mort et la nature de l'existence. Il y a eu des moments de désespoir si profonds qu'abandonner semblait non seulement facile, mais logique. La douleur constante, la faim lancinante, le froid jusqu'aux os, tout cela a épuisé sa détermination. Plus d'une fois, Joe s'est retrouvé à contempler la paix que procurerait le simple fait de s'arrêter, de se laisser emporter par la montagne. Mais quelque chose en lui refusait de céder. C'était plus qu'un simple instinct de survie. C'était une détermination farouche de revoir le ciel, de sentir le soleil sur son visage, de prouver qu'il n'était plus qu'une simple victime de la montagne. Joe a commencé à voir son combat comme quelque chose de plus grand que lui. Il ne se battait pas seulement pour sa propre vie, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà fait face à des obstacles insurmontables. Pour garder son esprit actif et conjurer les vrilles rampantes de la folie, Joe a eu recours à diverses stratégies mentales. Il se fixerait de petits objectifs, atteindre ce rocher, atteindre le prochain virage du tunnel de glace. Il rejouait dans sa tête ses films préférés, récitait les livres qu'il avait lus et tenait des conversations imaginaires avec ses amis et sa famille. Une technique particulièrement efficace consistait à s'imaginer ailleurs. Il se visualisait sur une plage chaude, sentant le soleil sur sa peau et le sable entre ses orteils. D'autres fois, il imaginait le futur chapitre 12, transformation dans la glace. Suite, la relation de Joe avec la montagne et avec la nature elle-même a subi un profond changement. Au début, il avait vu Sula Grande comme un adversaire, un défi à relever. Maintenant, alors qu'il rampait dans ses entrailles glacées, il commençait à le voir différemment. La montagne n'était ni malveillante ni bienveillante. C'était tout simplement le cas. Cette prise de conscience apporta une étrange sorte de paix, le sentiment de faire partie de quelque chose de vaste et d'ancien. Le glacier, qui avait semblé être un piège mortel, révélait des instants d'une beauté austère. Les jeux de lumière à travers la glace, les motifs complexes du givre, ces petites merveilles sont devenues des points d'ancrage pour la santé mentale de Joe. Il s'est émerveillé devant les structures complexes de la glace, la façon dont la lumière du soleil se réfractait à travers elle, créant des prismes arc-en-ciel, la douce lueur bleue qui imprégnait son monde. Cette nouvelle appréciation de la beauté qui l'entourait n'a pas rendu sa situation moins désastreuse, mais elle lui a fourni une bouée de sauvetage mental. Cela lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer au-delà de la douleur et du désespoir, un rappel qu'il y avait encore des merveilles dans le monde. Chapitre 13, la voie dans la glace au fur et à mesure que le voyage de Joe avançait. Il commença à faire l'expérience de quelque chose d'inattendu, une voix. Au début, il la considérait comme une hallucination, le produit de son esprit épuisé et déshydraté. Mais la voix persistait, devenant plus claire et plus insistante au fil du temps. Ce n'était pas exactement la voix d'une personne. Cela ressemblait plus à la voix de la montagne elle-même, ou peut-être à son propre subconscient prenant sa propre vie. Quelle que soit sa source, la voix est devenue la compagne de Joe dans les profondeurs solitaires du glacier. Parfois, la voix était encourageante, le poussant à continuer d'avancer alors que tout ce qu'il voulait, c'était abandonner. D'autres fois, c'était pragmatique, l'aidant à réfléchir à des stratégies de survie ou soulignant les dangers potentiels sur son chemin. Et parfois, dans ces moments les plus sombres, c'était simplement là-haut une présence qui lui rappelait qu'il n'était pas entièrement seul. Joe s'est retrouvé engagé dans de longues conversations avec la voix, débattant de philosophie, se remémorant les ascensions passées et spéculant sur l'avenir. Ces dialogues l'ont aidé à garder l'esprit vif et lui ont fourni une distraction bien nécessaire face à la douleur et au froid constant.
Alors qu'il poursuivait son exploration exténuante, Joe commença à se demander s'il perdait le contrôle de la réalité. La voix était-elle le signe d'une folie qui s'installait? Ou était-ce un mécanisme d'adaptation, une façon pour son esprit de l'aider à survivre? En fin de compte, il a décidé que cela n'avait pas d'importance. La voix l'aidait à rester en vie, et c'était tout ce qui comptait. Astérisque, vous êtes-vous déjà demandé comment l'esprit s'adapte dans des situations extrêmes? Rejoignez notre cours en ligne, Psychologie de survie, et explorez le monde fascinant de la résilience humaine. Astérisque chapitre 14. Le bilan physique. Même si le combat mental de Joe était intense, les exigences physiques de son épreuve étaient tout aussi difficiles. Son corps, déjà poussé à ses limites par la montée et la chute initiale, était désormais sollicité pour accomplir des prouesses d'endurance qui semblaient presque surhumaines. La jambe cassée était une source constante d'angoisse. Chaque mouvement envoyait des éclats de douleur à travers son corps, et il pouvait sentir les extrémités brisées des os se frotter les unes contre les autres. Il essaya de l'immobiliser du mieux qu'il pouvait, mais la nature de son rampement signifiait qu'un certain mouvement était inévitable. La déshydratation est devenue une menace omniprésente. L'air froid et sec du glacier arrachait l'humidité de son corps à un rythme alarmant. Il a essayé de manger de la neige pour étancher sa soif, mais cela n'a fait qu'abaisser davantage sa température corporelle. Il devait soigneusement rationner son eau, ne buvant que de petites gorgées lorsque la soif devenait insupportable. La faim le rongeait constamment. Les barres énergétiques et la nourriture séchée qu'il avait dans son sac furent rapidement épuisées. Et bientôt il ne fonctionna plus que grâce à sa volonté et à sa détermination. Son corps a commencé à se consumer, brûlant ses réserves de graisse puis sa masse musculaire pour le maintenir en vie. Le froid était peut-être l'ennemi le plus implacable. Cela s'infiltrait dans ses os, faisant de chaque mouvement une bataille contre le raidissement des articulations et l'engourdissement des extrémités. Des engelures ont commencé à s'installer, transformant ses doigts et ses orteils en appendices inutiles et douloureux. Malgré ces défis, le corps de Joe a démontré une incroyable capacité d'adaptation. Ses sens se sont aiguisés, lui permettant de naviguer dans le monde sombre et glacé qui l'entourait. Sa jambe restante devint plus forte, supportant l'essentiel de son mouvement. Même sa jambe cassée semblait trouver des moyens d'être utile, lui servant comme une sorte de gouvernail pour se traîner. Chapitre 15. Un aperçu du ciel après ce qui semblait être une éternité à ramper dans le labyrinthe glacé. Joe commença à remarquer un changement. La qualité de la lumière filtrant à travers la glace changeait, devenant plus brillante et plus directe. L'air aussi semblait différent, plus frais d'une manière ou d'une autre, avec des allusions à un monde au-delà du glacier. L'espoir, qui n'était qu'une faible braise dans sa poitrine, commença à prendre vie. Se pourrait-il qu'il s'approche du bord du glacier? Cette possibilité l'a stimulé, lui donnant un nouvel élan d'énergie. Alors qu'il franchissait un virage dans le tunnel de glace, le cœur de Joe s'est presque arrêté. Là, au loin, il y avait un coin de ciel ouvert. C'était petit, à peine plus qu'une pincée de bleu dans un mont blanc. Mais pour Joe, c'était le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. L'exaltation qui l'envahit était presque écrasante. Après des jours d'obscurité et de confinement, la perspective du plein air et du soleil semblait presque trop belle pour être vraie. Mais il était là, grandissant à chaque pas douloureux de progrès qu'il faisait. Cependant, alors qu'il approchait de l'ouverture, Joe réalisa que son calvaire était loin d'être terminé. La sortie du glacier n'était pas au niveau du sol, mais plutôt ouverte sur une pente raide de neige et de rochers. Pour se mettre en sécurité, il lui faudrait naviguer sur ce terrain dangereux avec son corps brisé. Le défi à relever était de taille, mais Joe a refusé de laisser le désespoir reprendre le dessus. Il était allé trop loin, avait trop enduré pour abandonner maintenant. Les dents serrées et une détermination inébranlable, il se prépara pour la dernière étape de son voyage. Chapitre 16. Le monde au-delà de la glace sortir du glacier. C'était comme naître de nouveau. La lumière du soleil, que Joe avait craint de ne plus jamais revoir, était presque douloureusement brillante après des jours passés dans le monde bleu et pâle de la glace. L'air frais fut comme un choc pour son organisme, riche de parfums qu'il avait presque oubliés au la terre, la végétation, la vie. Mais nous n'avions pas le temps de profiter de la surcharge sensorielle. Joe savait qu'il était toujours dans une situation précaire. Il était grièvement blessé, gravement déshydraté et à des kilomètres de tout espoir de secours. La pente devant lui était raide et instable, un mélange dangereux de roches meubles et de neige imprévisible. Avec une lenteur atroce, Joe commença à descendre la pente.
Chaque mouvement était une négociation entre le besoin de vitesse et le risque de blessures supplémentaires. Il a utilisé son piolet comme béquille de fortune, testant chaque placement avant d'engager son poids. Les choses étaient incroyablement difficiles. La lumière du soleil, qui semblait être une telle bénédiction, est désormais devenue un ennemi. Cela se reflétait durement sur la neige, l'aveuglant presque et rendant difficile l'évaluation des distances. La chaleur aussi était une bénédiction mitigée. Tout en soulageant le froid profond du glacier, il accélérait également la fonte de la neige, rendant la surface encore plus dangereuse. À mesure qu'il descendait, l'esprit de Joe s'emplissait de nouvelles préoccupations. Simon et leur équipe du camp de base seraient-ils toujours à sa recherche? Depuis combien de temps était-il dans le glacier? La notion du temps était devenue tellement déformée au cours de son épreuve qu'il n'avait vraiment aucune idée du nombre de jours qui s'étaient écoulés. Malgré ses inquiétudes, un nouveau sentiment commençait à s'installer, un optimisme prudent. Il était hors du glacier. Il pouvait voir la vallée en contrebas. Pour la première fois depuis sa chute, le sauvetage semblait être une possibilité réelle plutôt qu'un rêve lointain. Astérisque inspiré par des histoires d'incroyable endurance humaine, ne manquez pas notre série de podcasts Survival Chronique. Abonnez-vous maintenant et obtenez un accès exclusif à des interviews de vrais survivants. Astérisque chapitre 17. La poussée finale à mesure que la journée avançait, la progression de Joe sur la pente devenait de plus en plus difficile. Son corps, poussé bien au-delà de ses limites, commençait à s'arrêter. Chaque pas était un effort de volonté monumental, ses muscles hurlant de protestation à chaque mouvement. Le soleil se couchait, peignant les montagnes dans des tons dorés et roses. C'était un spectacle d'une beauté à couper le souffle, mais pour Joe, cela n'apportait que de l'effroi. Il savait que se retrouver coincé à flanc de montagne après la tombée de la nuit signifierait probablement la mort. Ses vêtements, endommagés et inadéquats après des journées passées sur le glacier, n'offraient qu'une faible protection contre les températures nocturnes glaciales. C'est dans ce moment de désespoir que Joe a pris une décision qui allait devenir l'un des aspects les plus célèbres de son histoire de survie. Il a décidé de diviser son voyage en segments gérables en utilisant une chanson pour mesurer le temps et la distance. La chanson qu'il a choisie était Brown Girl in the Ring de Bonnet Monsieur Joe s'est donné pour mission de ramper pendant toute la durée de la chanson, puis de s'accorder un bref repos avant de recommencer. Cette méthode lui a permis de structurer ses efforts, de surmonter la douleur et l'épuisement par rafales mesurées. Alors qu'il poursuivait sa descente angoissante, rythmée par le rythme de la chanson qui répétait sans cesse dans sa tête, le monde de Joe se rétrécissait à un point singulier. Chaque répétition de la chanson devenait une petite bataille, une épreuve de volonté contre la montagne et son propre corps défaillant. Chapitre 18, le fond de la vallée alors que la nuit commençait à tomber pour de bon. Joe atteignit finalement le fond de la vallée. La relative platitude du terrain était un soulagement après la périlleuse descente, mais de nouveaux défis se sont rapidement présentés. La vallée était un labyrinthe de moraines glaciaires, des amas instables de roches et de débris laissés par le retrait du glacier. Naviguer sur ce terrain dans son état d'affaiblissement était incroyablement difficile. Joe a dû ramper sur et autour de rochers, certains aussi gros que des voitures. Chaque mouvement risquait de déloger des roches, pouvant potentiellement provoquer un éboulement ou se blesser davantage. L'obscurité apportait avec elle un froid glacial. Sans l'effort de la descente pour le garder au chaud, Joe pouvait sentir sa température centrale chuter rapidement. Il savait que l'hypothermie constituait une menace très réelle. Alors qu'il traversait péniblement la moraine, Joe a recommencé à avoir des hallucinations. L'épuisement, la déshydratation et la douleur constante avaient fait des ravages dans son esprit. Il aperçut des lumières au loin qui disparurent lorsqu'il cligna des yeux. Il entendit des voix l'appeler par son nom, mais se retrouva dans le silence lorsqu'il essaya de répondre. Mais au milieu des hallucinations et du désespoir, une pensée le maintenait, il était proche. Le camp de base ne devait plus être loin maintenant. S'il pouvait simplement continuer à avancer, rester en vie un peu plus longtemps, il pourrait y arriver. Chapitre 19, un son inattendu alors que l'aube se levait sur ce que Joe pensait être son 4e ou 5e jour depuis l'automne. Il entendit quelque chose qui fit bondir son cœur, le bruit de l'eau courante. Après des jours sans rien d'autre que le craquement de la neige et de la glace, le gargouillis d'un ruisseau était comme une musique à ses oreilles. Plus que cela représentait l'espoir. Joe savait que suivre la descente du ruisseau le mènerait probablement au camp de base, ou du moins augmenterait ses chances d'être retrouvé. Avec une détermination renouvelée, il commença à ramper vers le son. Le ruisseau, lorsqu'il l'atteignit,
présentait à la fois une opportunité et un danger. L'eau était une aubaine pour sa gorge desséchée, mais sa température glaciale était un choc pour son organisme. Il savait qu'il devait être prudent. Boire trop et trop vite pouvait être dangereux dans son état d'affaiblissement. Alors qu'il se reposait au bord du ruisseau, buvant de petites gorgées d'eau, Joe s'autorisa à penser au sauvetage pour la première fois depuis des jours. Il était désormais hors du terrain le plus dangereux. Sûrement, si Simo et les autres cherchaient encore, c'est ici qu'ils chercheraient. Avec cet espoir allumé dans sa poitrine, Joe commença à suivre le ruisseau en descente. Le bruit de l'eau est devenu son guide, sa bouée de sauvetage, le conduisant vers ce qu'il espérait être le salut. Chapitre 20. Le camp. Alors que Joe contournait un virage dans la vallée, en suivant le ruisseau, il vit quelque chose qui le fit remettre en question sa santé mentale une fois de plus. Au loin, à peine visible, se trouvait un groupe de formes colorées qui ne pouvaient être que des tentes. Pendant un long moment, Joe se contenta de le regarder, convaincu que son esprit lui jouait encore des tours. Mais tandis qu'il clignait des yeux et se frottait les yeux, l'image restait. Les tentes étaient réelles. Il avait trouvé le camp. Avec une poussée d'adrénaline qu'il ne savait pas qu'il possédait encore, Joe commença à ramper plus vite. Il essaya d'appeler, mais sa gorge desséchée ne produisit guère plus qu'un croassement. Pourtant, il a continué, déterminé à réduire la distance entre lui et le salut. Alors qu'il approchait du camp, il entendit enfin ce qu'il désirait entendre depuis des jours, des voix humaines. Des voix humaines réelles et incomparables. Et puis, un cri de surprise et de reconnaissance. « Oh mon Dieu, c'est Joe !» Les instants suivants furent un flou d'activité. Des mains le touchaient, des voix l'appelaient, lui posaient des questions qu'il ne parvenait pas à traiter. Le soulagement d'être retrouvé, d'être en sécurité, était immense. Alors qu'il se rendait compte que son épreuve était enfin terminée, Joe Simpson, l'homme qui avait défié la mort et conquis une montagne, a fait quelque chose qu'il ne s'était pas permis de faire au cours de toutes ses journées de lutte. Il a pleuré. Épilogue, le long chemin du retour, le sauvetage de Joe Simpson sur les pentes de Sula Grande n'était pas la fin de son voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Les blessures physiques qu'il a subies au cours de son calvaire étaient graves, nécessitant de multiples interventions chirurgicales et des mois de rééducation. La jambe cassée qui lui avait causé tant de souffrances lors de son exploration était en fait cassée à 6 endroits et nécessiterait une reconstruction approfondie. Mais l'impact psychologique de son expérience a peut-être été encore plus difficile que la récupération physique. Joe était aux prises avec des cauchemars, des flashbacks et une peur profondément ancrée des espaces clos. Le traumatisme de son séjour dans le glacier avait laissé des cicatrices non visibles mais non moins réelles. Pourtant, fidèle à l'incroyable résilience dont il a fait preuve sur la montagne, Joe a affronté ces nouveaux défis de front. Il s'est lancé dans sa guérison, surmontant la douleur de la thérapie physique avec la même détermination qu'il avait vue tout au long de sa descente de la montagne. Une fois rétabli, Joe a commencé à raconter son histoire. Au début, c'était juste avec les amis et la famille, puis avec un public plus large. Il a trouvé que parler de son expérience était cathartique, l'aidant à gérer le traumatisme et à trouver un sens à ce qu'il avait enduré. Son histoire a trouvé un écho auprès des gens du monde entier, inspirant de nombreuses personnes grâce à son témoignage du pouvoir de la volonté et de l'endurance humaine. Joe a ensuite écrit des livres sur son expérience, notamment le best-seller Touching the Void, qui a ensuite été transformé en film documentaire. Ce qui est peut-être le plus surprenant pour ceux qui connaissaient son histoire, c'est que Joe a finalement recommencé à grimper. Les montagnes, malgré tout, l'appelaient toujours. Mais il a grimpé maintenant avec une nouvelle perspective, un profond respect pour le pouvoir de la nature et une profonde appréciation de la vie elle-même. Le voyage de Joe Simpson sur Sula Grande l'avait amené au bord de l'endurance humaine et l'avait ramené. Cela lui avait montré les profondeurs les plus sombres du désespoir et les hauteurs les plus brillantes de l'esprit humain. En fin de compte, cela l'a transformé, non seulement en tant que grimpeur, mais en tant qu'être humain. Son histoire témoigne de l'incroyable pouvoir de la volonté humaine de survivre, nous rappelant que même dans nos heures les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, toujours une raison de continuer à aller de l'avant. Joe Simpson n'a pas seulement survécu à Sula Grande, il en est sorti avec une histoire qui inspirera des générations, un exemple vivant de l'esprit humain incassable. Astérisque ému par l'incroyable voyage de Joe, partagez vos pensées et réflexions sur notre forum communautaire Survival Stories.
Inscrivez-vous maintenant et connectez-vous avec d'autres passionnés du triomphe humain. Astérisque concernant les ascensions, la planification d'itinéraires et de stratégies dans les moindres détails. Ces évasions mentales lui ont offert de brefs répits face à la dure réalité de sa situation.